Dans notre district de Bugesera, on commémore le génocide le 11 avril, le jour de l'apocalypse, des pleurs, des cris, le jour où les Tutsis ici ont été massacrés. C'est aussi le jour où on m'a coupé à la machette, brisé ma colonne vertébrale et les hanches. Mes jambes ne fonctionnent plus. C'est chez moi. Salut. Comment ça va, ma femme? John Giraneza a refait sa vie, 30 ans après ce jour fatidique où des voisins Hutus, l'autre ethnie, ont exterminé 38 membres de sa famille, son père avec ses 10 épouses, dont sa mère, et 27 frères et sœurs. Moi, j'ai survécu. Vous voyez ça? C'est le coup de machette. Après le génocide, j'ai passé 6 ans à l'hôpital. Et puis ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester indéfiniment, qu'il fallait rentrer chez moi. C'était dur. Est-ce que je devais vraiment retourner vivre avec ceux qui ont massacré ma famille, devant mes yeux? C'est pourtant ce qu'il a fait. John est retourné vivre aux côtés de ses bourreaux. Mais il lui a fallu des années pour y arriver. Il a d'abord survécu sur une décharge publique à Kigali, traumatisé, handicapé, psychiquement ravagé. Ce genre de scène, un foyer, une famille, c'était impensable. Et pourtant... Dieu m'a fait aimer Marie-Jeanne. Il m'a fait aimer cette femme. Elle est à la fois ma mère, elle est mon père, elle est mes frères et sœurs assassinés, elle est tout pour moi. Elle m'a donné des enfants. Sans mentir, elle a séché toutes mes larmes. Et cette femme, ma femme, c'est la fille d'un de ceux qui ont tué ma famille. Après le génocide, le père de Marie-Jeanne s'est enfui. Elle ne l'a jamais revu. Il lui a laissé en héritage le poids de la culpabilité et le stigmate qui colle à la peau des enfants de bourreaux. On ne méritait même pas d'être appelés des humains à cause des atrocités commises par nos parents. J'avais tellement honte. Mais même si j'étais indigne de John, moi la fille du tueur, il est tombé amoureux. Ma famille était contre notre union. Mais moi, j'étais déterminée. Et je ne regrette pas d'avoir épousé John Giraneza. On est à Rouérou, le village de John et Marie-Jeanne. Les nouvelles générations poussent, enfants, petits-enfants, nés après le bain de sang. En 1994, 1 million de personnes, la plupart Tutsis, sont exterminées en 3 mois par leurs voisins Hutus, dressés à tuer par les extrémistes au pouvoir, soutenus par la France. Comment revivre ensemble après ça? Rapidement, le mot d'ordre officiel, c'est unité et réconciliation. Et Rouérou, c'est un peu le laboratoire de cette politique. Un des 8 villages de la réconciliation fondés au Rwanda par une ONG chrétienne.
dimanche, on se côtoie aux fêtes de village ou à l'église. Survivants, tortionnaires, leurs familles, que rien ne distingue. Hutu, Tutsi, ces termes sont désormais proscrits par la loi. C'est la paroisse de John et Marie-Jeanne, une église pentecôtiste en plein essor depuis 30 ans. Et dans ce pays très pratiquant, elles sont un relais puissant du discours de réconciliation. On va bientôt commémorer les victimes Tutsi du génocide. Et je vous promets que les tueurs qui ne se sont pas repentis ne connaîtront jamais la paix. On le sait depuis le Jardin d'Éden avec l'histoire de Caïn et Abel. Caïn aurait dû demander pardon à Dieu d'avoir tué son frère, au lieu de quoi il a été puni et chassé de la communauté. Désormais, on est rwandais avant tout. C'est le mantra du gouvernement qui a supprimé toute mention de l'ethnie sur les cartes d'identité. Introduite par les colons belges, cette racialisation a été le ferment de la haine. Notre président, son Excellence Paul Kagame et son gouvernement ont accompli un travail extraordinaire pour réunir les Rwandais, punir les criminels et les mobiliser à demander pardon. Le crime de génocide est au-delà des mots, au-delà de l'imagination. Mais grâce à cette politique, les Rwandais ont appris le sens du pardon. C'est le couplet officiel. Et personne ici ne songerait à le contredire. John nous a dit la même chose. Il a choisi cet endroit pour nous parler du moment précis qui a bouleversé sa vie. C'est ici, sous les acacias, que j'ai regagné le monde des vivants. J'y ai vu l'homme que j'étais devenu après le génocide. Je haïssais l'humanité tout entière. Les autres étaient devenus des fantômes. Ce n'est qu'après avoir pardonné à ceux qui m'ont fait du mal que je suis redevenu beau et que j'ai pu voir la beauté chez les autres. Moi, je n'ai pas pu pardonner. J'étais mariée à un Hutu et les membres de sa famille ont exterminé la mienne. J'avais trop de haine et une colère sans fond. Comment ont-ils pu tuer les miens alors que j'étais sa femme et qu'on avait des enfants ensemble? Nous voici à Kigali, la capitale, au siège de Prison Fellowship Rwanda, l'ONG chrétienne qui a fondé et gère les villages de la réconciliation. En pleine célébration, c'est la journée de la femme. Et voilà le secrétaire général de l'organisation, Célestin Garouyinka. La mission première de l'ONG, c'est de préparer les détenus à réintégrer la société. Dans les années 2000, il y en avait plus de 80 000. Depuis, environ 60 000 sont sortis. C'est une des lettres que les prisonniers écrivent après avoir suivi nos programmes de réconciliation. Ils admettent les crimes qu'ils ont commis, se repentent, et dans ces lettres, ils demandent pardon. Ils ont compris que la vengeance n'est pas une option, qu'il n'y a pas d'autre solution que de reconnecter avec les autres et de s'accepter mutuellement. Et comme ça, les familles des rescapés et celles des génocidaires choisissent de devenir rwandais, tout simplement. Et c'est ce qui nous guérit tous. Léonard est un de ces tueurs repentis. Il vit à Rouérou lui aussi. À l'époque, il est passé devant les gachacha, les tribunaux communautaires, chargés de juger les génocidaires comme lui. J'ai été condamné à 9 ans de prison. C'est écrit là. Quand je repense à ce que j'ai fait, parfois je me sens perdre la tête.
J'ai tellement fait souffrir mes voisins alors qu'ils étaient comme moi. Après le génocide, toutes les familles ici me haïssaient. Mais petit à petit, les choses ont évolué. Le gouvernement incitait les gens à pardonner. Il leur disait « Est-ce que vous voulez devenir comme ces criminels génocidaires ?» Au village, victimes et bourreaux travaillent ensemble au champ. Ce jour-là, on sème les haricots. On retrouve Léonard qui enfourne une poignée de graines pour recracher la semence en terre. C'est dans ces gestes de toujours, ce quotidien partagé, que tout doucement, ils ont retissé des liens. Avec Marie, par exemple, ça paraissait surhumain. Léonard a tué son frère. Au début, c'était insupportable. Même le regarder me révulsait. Je pensais sans cesse aux miens qui étaient morts. J'ai perdu énormément de monde. Je suis la seule survivante avec un autre frère. Moi, le plus épouvantable, ça a été de rencontrer mes victimes. J'étais terrorisé, persuadé qu'ils allaient me tuer pour se venger. Il m'implorait tout le temps de lui pardonner. Je lui ai dit, « Tu peux faire quelque chose pour me libérer. Montre-nous où tu as jeté les corps. » Lui et ses complices nous ont conduits aux toilettes. C'est là qu'il les avait fait disparaître. Ça m'a libéré le cœur de pouvoir inhumer les miens. Les femmes ont formé une association de couture. Elles font des sacs, des pagnes. Le fruit des ventes revient à la communauté. Là encore, on gagne sa vie ensemble. Le tableau paraît presque idyllique, mais on ne voit rien des blessures intimes qui suintent toujours, des crises traumatiques qui persistent. La réconciliation sur prescription des autorités, c'est au fond la meilleure assurance vie. Les villageois vivent en paix, en sécurité, et quand on revient des enfers, ça n'a pas de prix. Une de nos membres est tombée malade, elle n'a pas pu semer le sorgho. Je pense qu'on devrait l'aider. Notre association devrait récupérer des semences et aller travailler dans son champ demain. On habite ensemble, on travaille ensemble, on trouve des solutions à nos problèmes. L'important, c'est qu'on traite tout ça collectivement. Des fois, on prend aussi du temps pour parler d'autre chose que du génocide. Par exemple, on boit des coups ensemble pendant les mariages. On partage aussi les bons moments. C'est comme ça qu'on démontre notre unité et la réconciliation. Moment de grâce à Kigali, au centre Iriba, qui travaille sur la mémoire du génocide. Ici, on accueille les jeunes pour chanter, parler, réfléchir, bref, libérer la parole. Et une parole libre, sans autocensure, au Rwanda, c'est rare et précieux.
qui a dit qu'on devait réconcilier après un génocide? Après un conflit peut-être, puisqu'il y a deux parties. Mais dans un génocide, est-ce qu'il y a deux parties? Il y a les victimes innocentes d'un côté, il y a leurs bourreaux de l'autre. Et souvent les Rwandais se sont retrouvés dans ce dilemme. Avant d'avoir négocié les conditions d'une réconciliation avec soi-même, avec les proches, avec son histoire d'hier et l'histoire d'aujourd'hui, ils étaient dans une grande messe qui s'appelait Réconciliation. Amarira menshi avanze n'imivu y'amaraso, ikiremwa muntu cyahitaye agaciro, ngo kwiyunga ni ngombwa, simbirwanya mbihariye ubutabera. Nkwibutsa kuri uyu munsi twibuka naherutse ukwitwa ibyuma n'imipanga, njye narakangutse nsanga naciwe amaboko, ababyeyi banjye banambitse iruhande. À un moment donné, ils ont dit qu'il faut laisser les chansons-là qui parlent de la mort, qui renvoient toujours à la mort ou qui fait les gens retourner en arrière, qu'il ne faut pas les chanter encore et aller de l'avant. Nous sommes 4 dans ma famille, mais je n'ai jamais vu ma maman nous parler de ce qui s'est passé. Et quand on essaie de venir lui parler de ça, de lui demander exactement, il est là, il dit mes enfants, qu'est-ce que vous me... C'est quoi cette question? Pourquoi vous me posez ces questions-là? Ça veut dire qu'elle-même, elle n'a pas pu faire le travail de se réconcilier avec son histoire ou bien de s'apaiser. Et c'est difficile aussi de transmettre ça. 30 ans après, le Rwanda veut tourner la page et se rêve en Singapour de l'Afrique, un pays en plein boom économique qui attire touristes et investisseurs rassurés par ses rues sécurisées et d'une propreté impeccable. Un pays qui soigne son image, moderne et dynamique. Un dimanche par mois, pas de voiture, les habitants de Kigali sont invités à faire du sport. Le président Kagame en personne donne l'exemple, lui dont l'endurance politique est sans égale. Il y a 30 ans, il a mis fin au génocide et depuis, il dirige le pays de main de fer. Les opposants sont réprimés, la presse muselée, mais Kagame, c'est aussi l'ordre, le progrès et l'unité retrouvée, avec un ministre dédié à la tête du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. 65% de la population rwandaise, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Ce qui fait que ces jeunes de moins de 30 ans, ils n'ont ni participé au génocide, ils n'auront pas subi directement, si vous voulez. Et donc nous tenons à ce que notre jeunesse sache que l'irréparable a été commis et que donc plus jamais il ne faut plus y revenir. C'est jour de classe à Rouérou. Et comme tous les matins, les élèves sont rassemblés au grand complet. Les petits Rwandais connaissent la chanson. Ils apprennent très jeunes à marcher au pas de l'unité et de la réconciliation. C'est monsieur le directeur qui donne la cadence.
Et là, au 3e rang, il y a Fabrice, un des fils de John et Marie-Jeanne. Avec l'histoire terrible qu'a connue le Rwanda, l'éducation, c'est vraiment la clé de tout. Et nous enseignons à tous les élèves, à tous les enfants, que nous ne sommes que Rwandais, d'où Rwanda. Et ce slogan est tel qu'il élimine tout ce qui peut venir diviser les Rwandais. Bonjour les enfants, on va commencer notre leçon. C'est quoi un génocide? C'est quand les gens s'entretuent. Quoi encore? La discrimination ethnique. Et toi? C'est à cause de l'idéologie. Qui connaît une autre cause de la haine entre Hutus et Tutsis? C'est à cause de la colonisation, bravo. En résumé, le génocide, c'est vouloir exterminer un groupe de gens à cause de leur caractère de naissance, à cause de leur apparence ou à cause de leur croyance. C'est bien compris? Et on les tue pour ça, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il nous faut l'unité et la réconciliation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants savent très bien que leur grand-père maternel faisait partie des gens qui ont tué leur grand-père paternel. Parfois, ils posent des questions à leur maman. Mais quand tu voyais ce qui se passait pendant le génocide, qu'est-ce que tu pensais? Pourquoi tu n'as pas dit à ton papa d'arrêter de tuer? Et leur mère leur répond, « Vous savez, j'étais petite à l'époque, comme vous aujourd'hui. Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez empêcher votre père de faire quelque chose ?» Oui, je pense qu'on doit tout expliquer aux enfants. Le mémorial de Gashora. Ici reposent les victimes Tutsis des 4 communes environnantes, 5400, dont les 38 membres de la famille de John réunis dans ce caveau. Moi, je ne peux pas descendre. Vas-y si tu veux. Tu te souviens où est notre cercueil? Il est à gauche, en dessous de la pile. Je veux dire aux miens que je les porte dans mon cœur, que je me souviens de chacun d'eux, qu'on est fort aujourd'hui et qu'on essaie d'accomplir ce qu'ils n'ont pas pu vivre.